Moi, je sais qu'avec mon mec, premier date, catastrophique. Ah et ouais cata. Qui est en couple autour de la table? Qu'est-ce que tu fous là? Allez. Non, ça va être intéressant parce que qui dit couple dit aussi pression d'être en couple. Mais est-ce que tu as déjà été en couple? Oui, j'ai déjà été en couple. Non, mais c'est pas parce que je le suis pas, au contraire, je serai objectif ici aujourd'hui. C'est un Très sujet bien. compliqué pour toi, t'as besoin d'en discuter un peu. De pas être en couple Allez, la première carte. alors. Sais-tu quelle est la période où tu as le plus de chances de te mettre en couple? Maintenant. On rentre dans ce qu'on appelle la cuffing season. C'est la période où il commence à faire froid et donc on se met en quête de chaleur humaine. Voilà pourquoi c'est le moment parfait pour télécharger Tinder. C'est le partenaire de cette vidéo et ils m'ont donné 5 raisons simples de choisir Tinder. Première raison, 0 dick pic. Depuis sa création, Tinder bannit tout envoi de dick pic pour garantir des conversations bienveillantes et surtout respectueuses. 2. Des profils vérifiés. Grâce à une technologie de vérification par l'image et la vidéo, ton crush ressemble à ses photos. 3. L'amour partout. Sur Tinder, une relation se forme toutes les 3 secondes. 1, 2, 3, nouvelle relation. 1, 2, 3, nouvelle relation. 4. L'aide par l'IA, il faut vivre avec son temps, papy. Si tu n'as pas d'amis pour t'aider ou qu'ils sont juste de mauvais conseils, t'as une IA à l'intérieur de l'application qui t'aide à choisir tes meilleures photos de profil. 5. Tinder est juste l'application de dating la plus téléchargée en France. Plus de monde, plus de chances de rencontrer l'âme sœur. Je vous laisse avec la suite de cette table ronde qui est très croustillante. Et quand vous l'avez fini, je vous invite dans la description à cliquer sur le lien pour télécharger Tinder. Bisous. Enfin, à tout de suite. Comme d'habitude, vous connaissez la formule, vous m'avez posé des questions sur Instagram et là, il y a des cartes et on va répondre à vos questions. Qui veut tirer la première? Honneur à l'invité. Invité, ouais. Ma copine vient de déménager, j'ai peur de vivre une relation longue distance. Avez-vous des conseils? Oh là là, relation longue distance, je me permets de me tourner vers une personne. Je sais pas de qui on parle. Est-ce que tu peux nous faire, pour tous les gens qui sont pas au courant de ta situation, Un petit le début. Un petit topo topo, ouais. Rapide. Donc, j'ai rencontré mon mec pendant que je faisais un voyage, genre vraiment sac à dos. J'étais à Bali. Je vois un mec sortir d'un restaurant. On se met ensemble. C'était pas comme ça, mais bref. Et en fait, on a un peu passé toute notre relation à distance parce que y a eu tout ce qui s'est passé en 2020. J'ai dû rentrer en France. Je suis restée bloquée pendant 6 mois. Donc, on a fait 6 mois à distance. Et puis ensuite, je suis venue m'installer en Indonésie avec lui. Et on a vécu là-bas, mais c'est vrai que on a 2 cultures différentes et de trouver un endroit où on est bien tous les deux, c'est un peu compliqué. Donc c'est un petit peu à chaque fois, on a 2 mois à distance. Moi, je vais en France, des fois il est en Indonésie et là il est parti aux US. Donc, mais vous avez habité ensemble longtemps à Bali? Oui, voilà, Ouais. c'est ça. À Bali, on a J'allais habité dire. longtemps ensemble, mais moi je venais toujours de temps en temps en France pendant 2 mois. Donc on avait 2 mois à distance, tous les ans à peu près, au moins une fois par an. Ouais, chill. Donc on est habitués, voilà. Et là, c'est la première fois où on ne sait pas vraiment quand on va se revoir, parce qu'il est parti travailler aux US pour des petites raisons perso. Et moi, là, je viens d'arriver à Paris. Donc, c'est un peu le début d'une longue période de flou où ça va être distance, mais on est habitué. Et moi, j'ai grave appris à apprécier ça. Genre, limite, c'est devenu pas nécessaire, mais j'adore ce petit moment où pendant 2 mois, Il me casse pas les couilles. il n'est pas là. Yes. C'est vrai, Non, ça, mais- mais ça ravive un peu la flamme quand il revient. De ouf. Et là, tu te vois pas dans une relation avec quelqu'un que tu verrais constamment? Je pense que ça serait un peu... Enfin, je suis tellement habituée à cette dynamique où quand on se... Enfin, il y a ce petit espace où on peut vraiment se focus tous les deux sur... En fait, quand il n'est pas là, je sais qu'il est là, je sais qu'on est ensemble, on s'appelle, on se FaceTime, on se parle et je sais que c'est mon chéri et voilà. Mais j'ai ma petite vie, je peux faire mes trucs, je me focus sur mes projets à moi. Et quand on se retrouve, il y a ce truc où ça rallume un peu, ça crée le manque et ça, c'est comme si genre on se retrouvait et ça repartait un peu de zéro. Là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans et demi. Ok. Et tu sais, il y a l'expression loin des yeux, loin du cœur. Parce que je connais un peu d'expressions françaises. T'as pas ce truc-là des fois où tu peux te dire, tu peux douter un peu et te dire ah là, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu, est-ce que je suis encore amoureuse de lui? Bah oui, il y a eu des périodes, parce que sur 4 ans et demi de relation, je pense qu'il y a eu en Oui, je veux dire, tout, c'est normal. il y a eu 7 ans, 6, 7... Il y a dû avoir au moins 1 mois, un an de distance. Il y a eu des moments où il y a eu des doutes et des petits moments de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il y a eu la question d'est-ce qu'on ouvre le couple quand on est à distance? Est-ce qu'on se permet, si on a des besoins, ou non? Des moments de doute, il y en a eu, mais... Ça, vous l'avez fait ou pas?
On a essayé, ça n'a pas trop bien marché, mais du coup, on a arrêté. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment trouvé la dynamique et ça marche très bien, quoi, comme ça. Après, à voir dans le temps, mais pour l'instant, tout va bien. Mais j'ai l'impression que tu peux, dans ce sens-là, commencer une relation à distance. Et si tu te mets par la suite et que tu te vois constamment, ça peut marcher. Mais j'ai l'impression que le contraire est un peu plus délicat. Oui, non, je vois. Si tu vis ensemble directement, que tu es H24 ensemble et que d'un coup, tu fais à distance, tu dois être un peu désorienté quand même. Ouais. Bah oui, c'est clair. Vous avez eu des relations longue distance ? Ouais. Moi, j'ai eu mes 2 premiers copains étaient à distance. Le premier était en Pologne. Ah oui, tu bien de... Et après, une fois que c'est terminé, je me suis dit, allez, c'est bien de consommer local. Donc le deuxième était aux US, c'était encore plus loin. Et comment tu les as rencontrés ? Par Instagram à chaque fois. Incroyable. Voilà. J'ai des petits talents de drague par écrit. Donc c'était vraiment... Parce que c'était un Américain, un Polonais ou c'était des Français ? Non. Ah oui, ok. Et c'était dans tes critères qu'ils habitent à l'autre bout du monde ? Non, pas du tout. C'était juste que ils étaient super. Du coup, je m'étais pas dit, oh, ils sont loin. Bon, à l'époque, j'avais pas encore compris ce que c'était que l'empreinte carbone, bien sûr, donc ça me dérangeait moins. Mais non, et tu vois, pour ton expression de loin des yeux, loin du cœur, moi j'ai une copine qui dit il faut se quitter souvent pour s'aimer toujours. Et ben, c'est plus un truc qui me parle, et j'aimais bien ce truc d'avoir des périodes pas de carence, mais j'étais très content de les revoir quand je les revoyais, même si le deuxième, on a assoupli le contrat matrimonial, parce que distance, machin, et que selon ta conception du couple, c'est vrai que rajouter de la distance dans l'équation peut rendre le truc, qui est potentiellement déjà un peu rigide, encore plus, voire insoutenable. Donc on a vu l'intelligence, je dirais, d'assouplir un peu ça. Mais non, des conseils pour elle, bonne chance, ma belle. Pour ma part, moi, c'était pas aussi loin que vous. Moi, j'ai fait du Le Havre-Marseille et on avait un direct en train, donc en soi, là, j'ai l'impression que c'est royal. Petite joueuse, vraiment, Mais j'ai vécu ça pendant 3 ans. Et ça se passait super bien. Et pour le coup, j'aimais bien, moi, ce truc de distance. Pareil, ça m'allait vraiment bien. Des fois, on se voyait pendant 1 mois, 2 mois. Et après, on se revoyait plus pendant 1 mois. Ou bien plus. Je crois que le plus qu'on ait fait, c'était peut-être 6 mois où on ne s'est pas vu. Et c'était assez agréable. Enfin, j'aimais bien ce rythme-là. Et justement, je me disais, en vrai, je me vois pas dans une relation où on se voit H24. Et pour moi, c'était mort. Et par la suite... Ça, on va en parler. Ensuite, le teasing est incroyable. Après, je pense qu'il y a aussi plein de... La question, ça dépend aussi des tranches d'âge. Moi, j'ai des souvenirs de ma copine déménage quand on est adolescent. Bon, terminé, parce que évidemment... t'es au bout de ta vie, quoi. Parce que même si c'est pas une distance énorme, tu dépends de tes parents, enfin, tout est galère. Un peu les départs en colo, quoi. Exactement. Après, début de l'âge adulte, j'ai l'impression que quand tu commences à pouvoir prendre le train tout seul, d'avoir ton appartement et tout, c'est moins chiant. Et après, moi, évidemment, avec ma copine aujourd'hui, on a un enfant. Je pense d'un point de vue purement matériel, ce serait très compliqué d'être à distance, quoi. Oui, non, c'est plus la même... Donc, selon les projets. Mais après, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui arrivent à vivre sans habiter ensemble. Je connais des gens qui habitent des fois dans le même quartier, tu vois, ou des maisons en face et tout. Parce que c'est symbolique pour eux. C'est un peu comme les couples qui ont une chambre séparée, tu vois, chacun la leur. Mais là, c'est la version ultimate du truc, de se dire, on a notre intimité et on va chez l'un, chez l'autre, etc. Je vois ma mère, par exemple, elle est plus avec mon père depuis très longtemps, mais avec son copain, ils habitent pas ensemble. Elle, passé 55 ans, elle est en mode, mais moi, je veux ma life, en fait. Je suis très bien. Je peux plus habiter avec quelqu'un, avoir les mêmes habitudes, les trucs, faire des compromis et tout. Donc, je suis solo et elle vit sa best life maintenant, quoi. C'est vraiment un truc de parents, ça. Et je suis d'accord avec ce truc. J'ai perdu ma mère, moi, il y a 8 ans. Et mon père a eu différentes relations là depuis. Et à chaque fois, c'était ça. Chacun gardait ses 2 maisons. Et même, il y a encore mon petit frère qui est à la maison, parce que lui, il va sur ses 17 ans. Et je pense que c'était un truc aussi de... On est bien, chacun chez soi. Non, mais grave. Elle, ou lui, la question qu'il pose, en vrai, c'est... T'en parles un peu. Ouais, mais c'est surtout quelle importance il donne à la domesticité, ou en fait, à quel point c'est important pour lui de se réveiller le matin avec la personne ou pas. Et ce que fait ton père ou ta mère, et ce que font d'autres gens. Je pense que c'est pas inintéressant de garder les bons moments, ou de vraiment sélectionner le temps que tu passes avec la personne. Et ça peut être une façon de concevoir la relation de longue distance, de rentabiliser ou de rationner tous les bons moments, et puis après tu gardes les trucs chiants pour toi. Non, mais c'est clair. Moi, en plus, c'est une réflexion que je me faisais. Je me disais,
Parce qu'avec mon copain, du coup, ça a été assez... Enfin, on a commencé à distance et dès que je suis revenue en Indonésie, on s'est direct installés ensemble. Parce que ça fait 6 mois qu'on était séparés. On s'est dit, bon, let's go. On a pris notre premier petit appart, on a adopté un chien. Genre, on a tout fait hyper vite. Et en fait, c'est vrai que c'était assez intense parce que... il n'y a pas du tout eu ce moment, tu sais, où tu dates la personne, où genre tu te prépares pour aller au date et machin et trucs. Et ça, c'est un truc qui me manque beaucoup. Et on s'était fait la réflexion là quand il est parti aux US, où on s'est dit, la prochaine ville où on va s'installer ensemble, est-ce que ce serait pas une option de prendre genre chacun un appart si c'est possible, parce qu'évidemment il y a aussi le côté pratique, financier, tout ça, mais de chacun avoir son chez-soi et de se retrouver vraiment pour les moments... fun, les dates, les machins, parce que, enfin, en tout cas, nous, là, on est un peu dans cette dynamique de peut-être faire ça, et je trouve ça trop cool comme option. Donc, peut-être, ouais. Ah, t'as l'impression qu'il vous a manqué l'étape du début? Moi, j'ai l'impression qu'on a loupé ce truc où... Vous êtes rentré dans une routine trop rapidement? Direct. Et c'est un peu un truc qui me manque. Moi, je trouve qu'il y a un truc aussi très cool dans la routine. Je sais pas, moi, pas le... Parce que souvent, quand on dit routine, je trouve que le mot, déjà, c'est péjoratif. Si on dit, vas-y, routine, non. Mais je sais pas, moi, j'aime bien, tu sais, t'es là le matin, je sais pas, bon, ça va être très cliché ce que je dis, mais tu sais, je suis en train de lire un livre dans le canapé, ma meuf, elle est en train de se servir son café, et je sais que c'est un truc qu'elle a déjà fait, tu sais, qu'elle fait un peu tous les matins, un truc, je sais pas, il y a... Dans mon cerveau aussi, ça me donne un petit cadre cool, et ça me met aussi des moments que j'aime bien, où je me dis, wow, on a quand même fait le choix de se choisir et de vivre ensemble, tu vois, de se dire là, on est comme deux petits oiseaux, deux petites hirondelles, là. Je connais très mal les oiseaux, mais je crois que les hirondelles, c'est ça. De se dire, vas-y, on a créé un cocon, on a créé un truc ensemble qui est cool, quoi. Et parce que l'étape d'après, pour nous, là, ça va être de potentiellement, c'est encore cliché, hein, mais d'acheter notre maison, de se dire, waouh, on a le jardin, on a notre enfant qui va gambader dans le jardin. J'allais dire, déjà, l'enfant, là, c'est un bon bouleversement dans ta routine. Ouais. Dans la routine, oui, ça c'est clair. Mais c'est presque beaucoup plus routinier d'avoir un enfant. Parce que lui, il a besoin d'avoir une vraie routine. Tu vois. Nous, on peut à la limite manger à des horaires, on s'en fout, partir à l'extérieur sur un coup de tête, truc. Le coup de tête, ça, avec un enfant, il est plus compliqué. Donc, limite, le couple, quand il y a un enfant, c'est un nouveau challenge aussi parce que déjà, d'un point de vue hormonal, dès que tu as eu un enfant, pour ta copine, tu vois, il se passe beaucoup de choses. Ton niveau de sommeil n'est pas le même non plus parce que, mine de rien, les nuits, c'est autre chose. Tu te vois moins aussi parce que tu es obligé de beaucoup te relayer. Ça, c'est aussi la force, grosse force à tous les gens qui élèvent un enfant en solo parce que je vois déjà à deux à quel point, quand on se relaie, à la fin de la journée, t'es bien, quoi, tu sais, tu dors bien. Mais du coup, il y a un autre challenge aussi qui est arriver à se retrouver en tant que couple au bout d'un moment. Nous, quand on a eu un enfant, il y a trop de gens autour de nous qui nous ont dit, alors surtout, vous allez voir, les 4 premiers mois, si vous parlez de rupture, ne prenez pas ça en compte, vous êtes sur le coup de la fatigue et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, je commençais à flipper, à me dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver? C'est le truc, Bon, franchement, on a dû se prendre la tête 2 fois, là, dans 13 mois, il y a 13 mois maintenant. Royal. Et c'est pas des grosses prises de tête, c'est des petits moments où ça bouillonne, fatigué, et puis c'est des trucs à la con. Mais parce qu'en plus, on a fait un enfant ensemble, on sait qu'on est plus fort que ça aussi. On n'a pas fait un enfant pour sauver notre couple, qui je pense est très vite l'erreur que bien pour lui. Certains font. Exactement. Au contraire, c'était parce qu'on s'aimait assez fort qu'on a fait un enfant, donc là on se dit waouh, on a créé ce truc là. Et là, au bout de 13 mois, on commence à retrouver aussi la dynamique de couple, parce que là il dort dans sa chambre, donc mine de rien on retrouve aussi notre chambre à deux. Et il dort, il fait des nuits, voilà, exactement. Et des dates, on en a refait un peu. Mais comme c'est une organisation, il faut quelqu'un qui le garde, etc. Et qu'au début, il est un peu fragile, t'as pas envie de le laisser, truc. Là, maintenant, c'est chill, on peut le laisser. Donc là, on retrouve un peu notre couple. Tu les mérites. Tu les apprécies. Complètement. Trop bien. Voilà, tout ça pour dire que la routine, je pense qu'elle a du bon aussi. Mais je pense qu'il faut trouver quelqu'un avec qui ça match. Parce que, tu vois, moi, typiquement, quelqu'un qui kifferait la relation en longue distance, et moi, j'ai l'impression que je suis pas trop là-dessus. Je pense juste que ça ne matcherait pas. Il y a plein de trucs. Il faut faire au feeling. Et puis il y a aussi le truc, on a tous une façon de... Tu sais, dans les relations, il y a des dynamiques. Par exemple, il y a des gens qui sont très tactiles et qui ont vraiment besoin d'avoir la personne et tout. Moi, je sais qu'avec mon mec, on est très... notre langage de l'amour, c'est plus les mots, savoir qu'on est là l'un pour l'autre, s'appeler, se parler, tout ça. Et un peu moins à tout le temps avoir besoin de se toucher, se faire des câlins, tout ça. Il y a plein de trucs aussi. Quand on est ensemble, on travaille tous les deux à la maison, donc on est tout le temps un peu l'un sur l'autre. Donc le fait qu'il y ait de la distance, c'est aussi... Donc ça dépend aussi, elle, de comment elle... Je pense que ça dépend vraiment de la relation. Voilà. Et il ne faut pas se mettre de barrière et se dire, bon, là, c'est à distance, je préfère qu'on n'aille pas plus loin.
Je trouve ça dommage. Enfin, si ça se passe bien avec la personne, autant... Oui, car il y a des outils, bien sûr. Ce que je faisais avec un de mes ex, c'était les conversations téléphoniques où on n'avait rien à se dire. Et donc, c'était juste, tu restes en ligne avec la personne et tu fais ta vie. Et du coup, tu es chez toi, puis tu entends l'autre qui dit « Oui, je vais prendre une baguette, s'il vous plaît, oui, avec des graines. » C'est trop... Ce que font vraiment tous les taxis, finalement. Ils sont tous là au téléphone. Oui, non, mais t'écoutais une sorte de podcast où c'était pas sa vie, mais t'as un truc un peu intime quand même quand c'est dans l'oreille. C'est trop chouette, ça. Et je me souviens, ça me faisait rire d'entendre juste les voitures passer à côté de lui. Je me disais, ah, mais il fait quoi? Et donc, bah, c'était un outil, voilà, puisque t'as ça, t'as FaceTime, et après t'as les messages. Voilà, ouais. Non, c'est clair, on a de la chance aujourd'hui. Avant, ils s'envoyaient des lettres. Voilà. J'aime mon mec, mais j'ai envie de vivre une aventure avec une fille. Que faire? Fonce, ma belle. Non, pas du tout. Donc, c'est une femme qui parle, j'imagine? Ou un homosexuel? Je crois me rappeler, c'est une fille. Ok. Moi, je pense qu'à mon avis, Élise, tu vas avoir des choses intéressantes à raconter là-dessus. Ouais. C'est un truc que j'ai entendu pas mal de fois, ça. Hein. C'est vrai? Ouais, même que je le reçois beaucoup en DM. Cette question-là, je l'ai reçue plusieurs fois. Après, pour ma part, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, parce que j'avais pas des envies folles d'être avec une femme. Ouais. Moi, ça se passait très bien dans mon couple. J'étais avec un garçon depuis 3 ans. Et vraiment, c'était génial. Un peu routinier, mais pas de grands soucis. Et j'ai rencontré une fille durant mes études en première année. On s'est rencontrés pendant nos premiers partiels. Et ça a tout de suite matché. Elle était en couple également de son côté avec une fille depuis 1 an, à distance. Et on a passé toute une semaine à se voir tous les jours. Et au début, c'était à se voir tous les jours avec d'autres groupes. Puis après, on a commencé à faire de plus petits groupes. Et puis après, à se voir toutes les deux en une semaine. Et le dernier jour, en fait, on s'est vus. Je suis allée chez elle pour une soirée. Et on est les 2 dernières à être restées. Et tout le monde était parti. Et on a parlé toute la nuit. Et mon copain de l'époque était chez moi, dans mon appartement à Lyon. Et moi, j'étais chez elle pendant jusqu'à, je crois, 5 heures du mat'. Et il ne s'est rien passé. On a vraiment beaucoup, beaucoup discuté. Et en discutant, on s'est rendu compte que c'était plus gros que ce qu'on pensait. Et je suis rentrée à mon appartement. J'ai discuté avec mon copain de l'époque. Et je lui ai dit, franchement, honnêtement, je crois que il s'est passé quelque chose en moi. Et j'ai eu un déclic. Il m'a dit, est-ce que ton déclic, c'est Mia? Et je lui ai dit, oui, je pense. Et à l'époque, c'était juste avant Noël et il devait venir chez moi pour fêter Noël. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux toujours quand même venir chez moi en Normandie, fêter Noël? Lui, il était de Marseille, il en était à Lyon. Et il m'a dit, oui, franchement, je veux bien. Alors qu'à ce moment-là, je lui avais déjà tout expliqué. Donc il est quand même venu fêter Noël avec ma famille. On a passé ces derniers moments-là. Je l'ai déposé à la gare le 26, donc le lendemain de Noël. Et on s'est dit au revoir à la gare. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Depuis, on ne s'est jamais revus. Oh, wow. C'est un film. Donc, je l'ai quitté. Il neigeait ou pas? Wow. Dommage, parce que... Au Havre, il devait pleuvoir. Ouais, c'est sûr. Mia est arrivée au bout du quai, comme ça, un peu tremblante. Dans un halo. Incroyable. Et on s'est quitté comme ça. Lui est rentré sur Marseille. Et moi, je suis rentrée 2 jours plus tard sur Lyon. Et avec Mia, à ce moment-là, on ne s'était rien dit. Moi, je ne lui ai pas dit que j'avais quitté mon copain. Et elle, en fait, de son côté, sa copine est venue pour les fêtes de Noël, elle l'a quitté aussi. Ah ouais. Et on ne s'est pas dit. Donc, quand on s'est revus à Lyon, on était toutes les 2 célibataires. Et ça fait 3 ans et demi. Incroyable. Et est-ce que vous deux, vous étiez parlé du fait qu'il se passait un truc entre vous, qu'il y avait une alchimie quand même? Oui, on s'est dit, on s'entend très bien quand même. Et wink, wink. On s'entend vraiment très, très bien. C'était la première fois que ça me faisait ça, où il n'y avait pas de... Parce qu'on ne s'est pas pécho à ce moment-là, juste c'était trop gros. Et je me suis dit, là, je pense que je passerai à côté de quelque chose. Et en plus, on était dans la même classe, on l'est toujours d'ailleurs. Là, c'est pas une relation longue distance pour le coup. Et ben non, du coup. Ouais. Et on s'est mises direct ensemble. Je crois qu'on a été 1 an et demi à se voir tous les jours. Alors que j'étais dans une relation à distance depuis 3 ans. Et en plus, avant, je me serais jamais dit que ça pouvait marcher pour moi, les relations où on se voit tout le temps. Et non, en fait, ça a trop bien... Tout l'inverse, quoi. Ouais, comme quoi, ça dépend vraiment des relations et des personnes. En fait, quand l'alchimie, elle est bonne, j'aime bien, en fait. Ouais, parce que là, t'as l'impression... Je te laisse un peu emporter. T'as l'impression que maintenant, t'es attiré par d'autres meufs aussi? Ou c'est elle très spécifiquement? Je pense que je peux être attirée par d'autres femmes, carrément. Enfin, mais je m'étais jamais mis de barrière, d'ailleurs. J'en avais déjà parlé à mon copain de l'époque. Okay. Et d'autres copains que j'ai pu avoir, parce que j'ai eu que des relations avec des hommes avant elle, mais je savais que je pouvais être attirée par des femmes, mais en tout cas, là, ça a été elle. Trop beau. C'est quoi la question déjà? Moi, c'est... J'aime mon mec, mais j'ai envie de vivre une aventure avec une fille. Tant que c'est consenti, il faut en parler avec ton copain.
Puis ouais, voilà. Si vous pouvez ouvrir la relation, et si lui, ça le fait pas et que tu rencontres une femme, enfin, pas se mettre de barrière. Là, j'ai envie de dire, le cheval a déjà quitté l'étable. Enfin, c'est pas la bonne métaphore. Non, mais c'est pas le bon animal. C'est-à-dire que si la marmotte, toujours. Bon, j'en sais rien. Je pense que si l'envie elle est déjà là, ça sert à rien de la réprimer ou de l'enfermer. Enfin, ça ne marchera jamais de fermer à double tour et de dire non mais ça va passer. Ouais, si la personne est attirée par les femmes, tu vas pas le contrôler ou le bloquer. Donc évidemment, je dirais en parler. Et oui, en fait, à voir si le couple est suffisamment souple pour que... Parce qu'en vrai, j'en sais rien, mais si la meuf a envie de voir, tu vois, j'ai envie de vivre une aventure, donc il y a quand même un gros projet, soit le gars, il décide que leur amour, il est suffisamment solide et souple pour pouvoir encaisser un truc comme ça, et peut-être que la meuf se dira, ok, j'ai essayé, bon, en fait, je suis plus à l'aise avec toi, je préfère, voilà. Mais il faut accepter et prendre le risque d'être souple. Mais dans tous les cas, c'est une fausse question, puisque à partir du moment où tu as l'envie... mais ça a l'air d'être plutôt axé sur une envie sexuelle. Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être plus une expérience, parce qu'il y a une différence entre j'ai envie de vivre une aventure avec une femme, genre j'ai vraiment envie de vivre, et juste de tester, tu vois. Donc je sais pas trop... Ce qui quelque part est plus simple. Enfin, plus simple. Oui, ouais. Peut-être moins engageant, je sais pas. Toi, est-ce qu'il y a des mecs hétéros qui viennent te voir en mode... Personne vient me voir, même les homosexuels viennent me voir, Ben. Donc c'est pour ça que t'es là, en fait. Est-ce qu'il y a des hétéros qui viennent me voir? Vraiment, non, mais tu sais, vraiment en mode... tu sais qu'ils sont... eux, pour eux, ils sont hétéros, mais c'est en mode aventure, tu vois. J'ai envie de tester un truc. Oui, ça m'est arrivé... J'en ai qu'un qui me revient en tête, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres. Lui, il était avec une fille avant, il a été avec une fille après. Et dans l'entre-deux, ce qui est d'ailleurs vexant maintenant que j'y réfléchis, parce qu'il a testé, puis il a fait wow, surtout pas. Mais en tout cas, lui, il était célibataire, donc la question s'est pas posée. Il était libre et il était britannique, donc beaucoup plus ouvert que nous sur la question. Très peu de français dans tes anecdotes. C'est vrai. Je suis en train de me rendre compte que j'ai. Non, mais ça. Bon. J'ai pas un kink pour les étrangers. J'ai rien contre les gens qui ont un passeport français, bien sûr. D'expérience personnelle, moi, je sais que j'ai su que j'ai été attirée par les femmes hyper jeune, même avant de savoir que j'aimais les garçons. Genre vraiment, mes premiers crushs, c'était des filles à l'école et tout. Après, il y a aussi la période, tu sais, les garçons, c'est à la poubelle, machin. Mais je me souviens que mon premier bisou, c'était une fille. Les premiers celebrity crush et tout, c'était des filles. Et j'étais persuadée qu'en grandissant, je serais sûrement jamais attirée par des garçons. Et je le vivais un peu comme un stress. Enfin, j'avais hyper... je me disais, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis pas normale? Puis après, j'ai eu mes premiers amoureux. Et j'ai vécu ma première vraie relation avec une fille, j'avais 16-17 ans. Et j'étais vraiment très, très amoureuse de cette fille. Bon, au final, on s'est toutes les deux brisé le cœur, tout ça. Et depuis cette fille, j'ai jamais eu de nouvelles relations avec d'autres filles. Mais j'ai toujours, évidemment, des attirances pour des femmes. Et ça, j'en parle régulièrement avec mon copain. Lui, il est très ouvert sur le sujet. Il m'a toujours dit que si j'avais besoin, tout ça, voilà, c'était faisable. J'ai jamais eu... ça s'est jamais arrivé, quoi, depuis qu'on est ensemble. Mais je pense que franchement, juste parle-en, quoi, à ton mec. Oui. En fait, faire confiance à la personne avec qui tu sors pour pouvoir entendre ça sera toujours plus sain et plus fort que de mentir. En fait, quoi qu'il en soit, ne fais pas ça en cachette, ne fais pas ça dans ton coin. Surtout pas. Et je pense qu'il faut avoir confiance en la résilience de ton couple et à quel point, si on aime quelqu'un, on peut accepter plein de choses. Et surtout l'aider à mieux se connaître, à tester des trucs. Toi, là, si ton mec il disait j'ai envie de tester un truc avec un gars... Je pense qu'il n'y aurait aucun... Moi, je suis hyper OK avec ça. Mais parce que ça te ferait moins peur que ce soit avec un gars qu'avec une meuf, parce que tu dis, ça va être peut-être une passade, il va tester un truc, et puis après... Peut-être, je pense que psychologiquement, même pour lui, le fait qu'il soit beaucoup plus OK... Enfin, je sens qu'il est totalement plus serein avec le fait que j'ai peut-être des relations avec des filles qu'avec des garçons. Parce que peut-être, tu vois... Moins de concurrence, en fait. Peut-être. Mais moi, je pense que oui, psychologiquement, je me dirais ça. Et d'ailleurs, pendant un moment, au début de notre relation, parce que mon chéri, il a un petit côté un peu efféminé, il a son petit côté féminin. Et pendant longtemps, je m'étais dit, est-ce que ça veut dire que, du coup, je lui posais plein de questions? Il a jamais été curieux de s'aventurer là, mais je pense que oui. Psychologiquement, je me dirais juste, peut-être qu'il y a moins de risques. Ça fait moins peur. Ouais, voilà. Alors qu'au final, ça veut absolument rien dire. Moi, je sais qu'il y a autant de risques. Je peux très bien tomber folle amoureuse d'une fille demain. C'est bizarre, ce truc, c'est comme si...
Genre, la personne en face nous ressemblait moins, donc oui. tu peux moins te comparer. Ouais, Tu vois, peut-être, moi, je me peut-être. compare moins à une meuf Oui. qu'à un mec, tu vois, où je peux me dire, le mec, C'est ça, il a surtout, des attributs que j'ai pas. Tu te dis, tu peux rien faire en fait. Enfin, si la personne en face se met avec. Si ta compagne se met avec une femme, bah. Tu peux pas faire grand-chose. Oui. Bah, ouais. Alors qu'un homme, tu vas être plus en mode, bah pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait Tu vas plus tu être dans le questionnement. Tu te remets à tout ça, quoi. C'était plus simple quand tu commences avec la personne et que tu lui dis, bon, bah ok, moi j'ai ce passif, j'aime les garçons et les filles. Là, je pense qu'elle est juste en mode, je suis en couple et je commence à avoir une attirance pour les femmes. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est un peu la panique, quoi ? Mais je pense que c'est juste bien de parler. Oh, comment savoir si c'est la bonne personne ? Ça, c'est une des questions qui est le plus revenue. Un salaire à 6 chiffres. Ah oui, bien sûr, évidemment. Forcément. On se met beaucoup la pression de est-ce que c'est la bonne personne, et surtout on se met beaucoup la pression, je trouve, à la rencontre. Tu vois, de dire dès le début, c'est la pression de est-ce que je m'investis dans cette relation parce que c'est la bonne ou c'est la mauvaise. Alors j'ai l'impression que souvent c'est un peu tôt pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise. On est très fort aussi des fois pour avoir des red flags en face et de se dire non mais je crois pas. Je pense des fois il y a des trucs vraiment où on se rend compte dès le début que c'est évidemment pas une personne faite pour nous. Ma toute première relation à 17 ans qui s'est trop mal finie, je me suis rendu compte que derrière j'ai recherché un peu la même typologie de meuf, comme si j'avais pas fini cette relation-là et que je voulais retrouver un peu le même type de meuf, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était juste des meufs qui me faisaient du mal à chaque fois, donc en fait c'était con, donc évidemment que c'était pas la bonne personne tout le temps. Et après coup, je vois en plus comment on a évolué et tout, je me dis, nos vies elles ont rien à voir, nos centres d'intérêt, nos socles de valeurs sont pas du tout les mêmes et tout, donc je vois pas... C'était sûr qu'on pouvait rien construire ensemble, donc ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais surtout j'ai l'impression que moi, autant j'ai eu un vrai coup de foudre avec ma copine actuelle quand on s'est vu, autant il y avait plein de possibilités que ce soit pas la bonne personne parce que ça a trop dépendu de ce qu'on a construit ensemble derrière, dans quel point on a communiqué sur directement de dire bah voilà, moi mes névroses c'est ça, toi tes névroses c'est ça, voilà où on en est dans nos vies, tu sais la surhonnêteté du début de dire voilà où on en est, comme ça on se ment pas, et puis après de projets communs, tu vois, ça se trouve moi j'aurais pas voulu d'enfant et ça aurait été juste pas la bonne personne à cause de ça, parce que peut-être que ça aurait bloqué un moment. Mais j'ai l'impression que c'est plein de trucs, de projets de vie qui se font au fur et à mesure, quoi. Oui, puis souvent, le truc de la bonne personne, ça se joue à ça. Hein. Juste ce que tu veux faire de ton avenir. Je sais même pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises personnes. Toute relation est bonne à prendre. Tu as toujours des trucs à apprendre de chaque personne que tu rencontres, que ça dure 1 semaine ou 4 ans. C'est vrai. Oui, c'est ça. Je pense que la question, elle est... mentalement, elle est un peu bloquante. Parce que j'imagine que c'est issu de... coup de foudre, voilà, je tombais perdu mon amour et boum, oui. she's the one. Donc je pense que c'est un héritage qu'il faut un peu interroger. Mais en vrai, moi j'ai envie de dire, je pense que déjà il faut que tu fasses ta propre grille de critères de c'est quoi ta bonne personne et tu l'assumes. Parce que peut-être tu as des critères éclatés au sol. Moi, la bonne personne, c'est la personne avec qui je vais acheter un lave-vaisselle chez Darty. Et je ne souffre pas. Et ça, je me dis, si quelqu'un peut venir avec moi pour faire ça et que ça se passe bien, avec son salaire à 6 c'est peut-être la bonne personne. Ouais. Ça te paraît compliqué comme ça ? Ben, en fait, je me dis... Moi, j'ai l'impression que ça, je peux le faire avec plein de gens. On y va main dans la main, après, on va se lâcher. Avec mes amis, sans doute. Mais tu vois, parce que pour moi, c'était le sommet de la domesticité, de l'angoisse aller chez Darty. Bon. Et c'est ça qui me faisait peur. Et donc, je m'étais dit, bah voilà, si la personne peut rendre ça fun, c'est peut-être la bonne. Donc, déjà, tu fais ta propre grille. Et surtout, arrête de penser que la bonne personne, elle arrive comme ça. Pendant très longtemps, je pensais ça. Du coup, quand le premier date, j'étais pas fou amoureux, j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis juste dit, en me regardant, que moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est une petite graine qu'on arrose. Et peut-être que dans 6 mois, il y a une bouture. Et peut-être que dans 8 mois, il y a une feuille. Et tu dis, OK, ça prend racine. Et t'as un truc où, dans la durée, ça s'éprouve. Donc la bonne personne, tu la travailles au corps. Parce que si c'est la bonne personne et que tu pars pour 40 ans avec la bonne personne, fais bien ta période d'essai, quoi. Enfin, Non, mais oui. Toi, tu veux construire ta bonne personne. Ben, j'ai l'impression que t'as aussi ce truc où, quand tu rencontres quelqu'un, t'as 2 mois de cirque du soleil et au bout de 2 mois, les masques commencent à tomber. Non, mais donc tu vois, on se voit le matin. Donc je pense que t'as un truc de durée quand même, comme ça, à choper pour la bonne personne. Et après, de se dire, j'ai pas un menu que la société m'a donné. C'est tes critères, ta bonne personne, elle fera elle aura ce que toi tu veux. Mais c'est être au clair avec ça et avoir des objectifs ou des critères triviaux, quoi. La vaisselle.
Et je trouve que la beauté de la vie, c'est que des fois, t'as une personne qui rentre dans aucun de tes critères et il y a un truc d'alchimie qui fait que ça bouscule totalement toutes tes certitudes. Oui. J'enlève jamais la force d'une rencontre comme ce que tu as pu avoir avec Mia, où vraiment t'as une personne, tu te dis putain. Oui, mais c'est juste qu'en fait, c'est vraiment différent pour tout le monde. Il y a vraiment, comme tu disais, ce truc de... Il faut que, comme toi et Mia, où il y a vraiment cette alchimie dès le début et c'est un peu une évidence. Et il y a d'autres situations où ça ne l'est pas du tout. Enfin, moi, je sais qu'avec mon mec, premier date, catastrophique. Cata, en fait, il était super timide. Et on s'était parlé juste sur Instagram. Et vraiment, j'ai passé 1 heure face à face avec un mec qui fumait des clopes, qui enchaînait, qui me regardait avec des yeux comme ça et qui disait 3 mots. Enfin, je parlais toute seule. Et en sortant du date, je me suis dit, bon, je crois qu'on va pas se revoir. Enfin, voilà. Et au final, il y a eu le tout début. C'est un peu, du coup, la pandémie qui nous a sauvés, parce que c'était avant que je reparte en France. Cette phrase est folle, déjà. Ouais, voilà. C'était le tout début du confinement, donc toutes les boîtes fermées, tout fermé, du coup, à Bali, là où j'étais. Et je m'ennuyais. Et c'était le soir, et on n'avait que le droit d'inviter des gens chez soi et de faire des petites soirées. Et je m'ennuyais, je me suis dit, bon, il y a lui qui me parle, vas-y, viens à la maison, on se fait... Et du coup... C'est l'ennui qui a sauvé votre couple. En fait, parce que moi, sur le premier date, je me suis dit, c'est mort, on va pas se revoir. C'était vraiment nul, aucun point commun, rien. Et au final, il est revenu chez moi. Et là, on a fait une soirée un peu plus... on a écouté de la musique, il m'a montré ses playlists, ses machins. Et il s'est ouvert petit à petit. Et au bout de 3-4 dates, je me suis dit, en fait, il est cool. En fait, il y a peut-être un truc. Et ça a pris un petit peu de temps avant que je me dise... Après, je sais même pas s'il y a vraiment un moment où tu te dis... c'est la bonne personne. Moi, encore aujourd'hui, je me dis, j'espère que ça l'est, mais je sais pas si à ce moment où tu te dis, c'est la bonne personne. Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes personnes à un bon moment? Il y a une bonne personne à une période, et puis... C'est ça, carrément. Pour moi, pour l'instant, là, c'est la bonne personne. Après, mais c'est marrant ce que tu dis sur le comportement de ton mec, parce que j'ai l'impression que c'est la DA de ton mec. Ouais. Genre, pour moi, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est genre un brun ténébreux, full tatoué, qui joue de la gratte et qui dit rien, tu vois. Oui, non, mais j'ai l'impression que vraiment, en fait, il a montré son vrai jour dès le départ. Oui, vraiment. Mais au final, après, c'est le genre de personne où une fois que tu creuses, t'as tout ce qu'il y a en dessous. Et quand il s'ouvre à des gens, t'as les gens qui le connaissent vraiment, où il s'ouvre de ouf et t'as tout ce côté un peu, que moi je connais. Et c'est vrai que d'extérieur, il y a un peu cette façade de, chose que je ne suis pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'au bout de 2 fois, ça y est, tu vois à travers, voilà. Mais c'est peut-être ce qui fait que vous êtes très complémentaires. Peut-être, ouais. Mais du coup, comment savoir si c'est la bonne personne? Comme tu disais, en fait, je pense que c'est juste dans le moment. Je trouve que c'est même stressant et ça rajoute de la pression de se dire, tu vois, moi j'ai du mal un peu à me projeter vraiment, genre dans 20 ans, 30 ans, de me dire, est-ce que je me dis juste, ok, maintenant là... C'est vertigineux, des fois, faut pas... Ouais. Hein. Oui, parce que peut-être que c'est là où tu te mets la pression et où tu bloques doutes le truc, sur si c'est la bonne personne. Comme le truc des relations à distance tout à l'heure, si tu te dis mais en fait après est-ce qu'on va pouvoir faire ça, et en fait tu te mets des barrières dès le début, donc ça marche pas. Ouais. Alors que des fois je dis pas faut sauter dedans à chaque fois, mais moi sur la partie des enfants, dans ma tête je m'étais dit que j'aurais pas d'enfants avant mes 40 ans. Bon, j'ai été père à 30 ans et c'était voulu et tout, mais avec mes ex j'avais jamais voulu d'enfants avant. Et j'ai eu un espèce de déclic que je saurais pas... je sais pas comment il est arrivé, tu vois, mais j'ai eu un vrai truc de waouh, ok, dans notre couple-là, je veux que l'étape suivante, pour moi, c'est la bonne personne et j'ai envie de faire ma vie avec cette personne-là, quoi. Et je crois que c'est la première fois que je me suis dit ça. Et le truc de dire, je l'aime tellement et je pense tellement que c'est la bonne personne que je veux qu'on soit liés à vie et je pense qu'on va pouvoir faire ce projet ensemble assez sereinement de faire un enfant, quoi. Et ça, je l'avais pas eu trop avant et je saurais pas l'expliquer. Genre, je crois qu'il y a un truc qui est venu, c'est venu progressivement et en même temps, il y a un moment où j'ai réalisé que j'étais prêt, quoi. Ouais, mais je pense que c'est plus simple de savoir quand c'est la mot. Enfin, je pense qu'il y a un truc. C'est plus simple de savoir quand c'est pas la bonne personne que quand, tu vois. Enfin, ça, moi, j'ai eu beaucoup ça où avec mon ex du coup avant, où très rapidement dans la relation, il y avait des trucs qui me plaisaient pas et je savais que ça. Et je poussais le truc et je me disais mais je peux le changer ça, mais ça se travaille et tout. Et au final, non. Enfin, quand tu passes ta vie à lutter pour changer la personne. Au bout d'un moment, 2, 3, 4... Déjà, vouloir changer une personne, je crois que ça... non. Ça marche pas. C'est pas bon, non. Est-ce que vous faites parfois passer votre couple avant vous-même? Ça, c'est intéressant parce que je trouve que et ça revient aussi à la question d'avant, de est-ce que c'est la bonne personne? Je trouve que dans un couple, il y a 3 entités. Il y a les 2 personnes individuelles et le couple. Et même si le couple, c'est l'addition des 2 personnes individuelles, je trouve qu'il y a quand même une relation, tu vois, avec des... J'aime pas le mot compromis, mais tu sais, il y a des trucs quand même qui se créent, des habitudes qui sont liées au couple, etc. Et je pense que c'est important des fois de sortir du couple aussi
et donc de penser à soi. Après, des trucs où tu fais passer ton couple avant, moi, je vais pas être le meilleur pour répondre à ça parce que vu que j'ai un enfant, tu fais quand même passer beaucoup de choses, même avant ton couple et avant toi-même. Bah, oui. Mais en tout cas, tu fais tout passer avant toi-même. Même si il y a plein de fois, on a des moments où on dit vas-y, là, moi, je kiffe marcher. Donc, il y a plein de moments où on sait que j'ai la tête dans le brouillard. Ma meuf me dit va marcher. Et là, je sais que c'est mon moment à moi. Ou voilà, ou des restos ou un verre avec des potes ou des trucs comme ça, quoi. Et vice versa. Ça marche. C'est vraiment la version polie de casse-toi. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je sais qu'il y a un moment où il y a eu une année en particulier où j'étais tellement à fond dans mon travail et j'avais tellement de projets que j'ai un peu trop fait passer mes trucs à moi et avant le couple. Et après, c'est une discussion à avoir, tu vois. T'as l'autre qui dit « Eh oh, j'existe, ça va ? Tu te rappelles de moi ?» Donc, tu réajustes. Mais je pense que c'est nécessaire. Tu peux pas... J'ai eu l'extrême aussi avant où je me suis vraiment effacée et je vivais pour ma relation, pour mon couple. J'étais vraiment l'ombre de mon ex-copain, du coup. Et il avait rencontré cette fille discrète. Il m'a rencontré à un moment où j'allais pas bien du tout. Et en fait, lui, s'était fait cette idée de moi. J'étais la fille dans son coin, qui parle pas trop, qui fait pas de bruit, qui machin. Et après, quand tu redeviens toi-même, ouais, je voilà. disais, mais qu'est-ce que tu fous ? Voilà. Et moi, du coup, vu que je l'aimais et je voulais pas... je faisais tout ce que j'aimais faire, je le faisais pas, ou je le faisais en cachette, ou je m'effaçais. Et au final, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, il faut vraiment un équilibre entre les deux et c'est hyper nécessaire quand même de te faire passer des fois avant le couple. T'es un humain, hein, genre. Oui, il y a des moments où tu fais passer carrément l'autre quand ça... Oui. Si on parle d'équilibre, il y a des moments où il y en a un des deux qui va vraiment pas bien. Là, tu te dis, ok, on va tout mettre sur lui pour intime. Ouais, voilà, on est intime, on va relever la personne et après, parfois ça... Ouais, voilà, c'est ça. peu ça, quoi. J'aime pas trop les compromis. Ouais. J'aime pas trop les contraintes, mais c'est un peu en train de changer. Mais j'ai grandi avec... j'avais un modèle dans ma famille qui était une amie de ma grand-mère, donc qui était née dans les années 30 et qui avait choisi de pas se marier, pas avoir d'enfants. Ce qui, à l'époque, était pas très bien vu. Elle avait juste un travail avec un très bon salaire, donc elle claquait toute sa thune dans les voyages. Incroyable. Et pour dire à quel point elle voulait pas de contraintes, c'est que le soir, elle mangeait une quiche dans son lit et elle jetait le papier à la poubelle. Et c'est bon, elle avait dîné, quoi. Puis hop, comme ça, au lit. Donc pas de vaisselle, pas de cuisine, pas de mari qui dit qu'est-ce qu'on mange ce soir, pas d'enfant. Genre, quel elle dit, rêve. oui, moi, mais rien. Ouais. Et elle a dit, mon argent, mes voyages, et elle kiffait sa vie. Bref, du coup, j'ai grandi avec cette idée. J'étais genre, ah, c'est possible. Et je trouvais pas assez intéressant. Mais cette idée de faire passer quelqu'un d'autre en priorité, je l'ai pas, en l'occurrence maintenant, en couple, mais je l'ai avec des amis, où je sais, c'est des gens, ma relation avec eux est plus importante que quasiment tout. Et donc, dans la façon dont la relation mentale est construite, ce sera toujours eux la priorité. Sans, mais volontairement, avec consentement. Ouais. Je sais que je chéris trop la relation que j'ai depuis maintenant de longues années pour la mettre en péril, pour des caprices personnels, pour mon confort. C'est genre ça d'abord. Ouais. Donc, je l'ai avec des amis. Je pense que je pourrais l'avoir en couple. Je pense que c'est un truc qui se fait naturellement. Comme on disait, c'est un truc... t'as pas forcément l'impression que tu fais un compromis quand tu fais passer, quand l'autre va pas bien ou quand vous allez pas bien et que vous avez besoin de vous retrouver. C'est un truc, je pense, qui se fait naturellement. Et si en face de toi, t'as une personne qui le comprend pas du tout, qui fait aucun effort, dans ces cas-là, ciao, quoi. Ouais. Puis j'ai l'impression que quand t'es dans une relation saine, les compromis que tu peux faire, c'est pour le bien du couple, donc c'est souvent même pour toi-même être une meilleure personne. Moi, je vois les compromis que j'ai pu faire, c'est des trucs sur les gestions de mes émotions, sur des trucs comme ça. Et en fait, c'était que des trucs qui allaient me faire du bien à moi, en fait. Parce qu'en fait, si toi-même, t'es plus heureux individuellement, si t'es dans un couple sain, c'est que c'est censé rendre ton couple aussi plus heureux, quoi. Je pense que là où ça peut devenir malsain, c'est quand t'as en effet la sensation d'une contrainte. Et là, soit ça veut dire que la personne avec toi, elle est en train d'essayer de te changer. Ouais, c'est ça. Ou d'essayer de dire non, mais d'avoir la main sur toi et tout. Et là, tu te rends compte que du coup, t'es moins heureux. Moi, j'ai toujours aimé faire de la musique depuis que je suis petite. Et quand j'ai rencontré ce gars-là, lui, il était vraiment en mode pas du tout, genre, fais pas de la musique devant moi, ça me met mal à l'aise. Vraiment un truc. Du coup, genre, vraiment pendant 4 ans de relation, je faisais ça en cachette, je faisais pas ça. Enfin, tu sais, c'est vraiment le truc que je gardais pour moi et que je faisais plus parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise. C'est trop triste. Et au final, tu vois, tu passes 4 ans de ta vie à faire passer le couple avant toi et du fait, tu te perds toi-même, quoi. Donc, il y a vraiment la limite des compromis. Ou alors que ça devrait être dans l'autre sens, c'est le couple qui devrait sublimer les deux individus. Ouais, voilà. Ouais. Au contraire, il devrait dire, je suis trop bien ce que tu sais faire et c'est censé te mettre en valeur, te faire gagner en confiance. Ouais. En fait, tu sais, j'ai des exemples d'amis à moi qui sont en couple. Ils sont en couple avec un grand
et tout ce qui est important, c'est le couple. Et, du coup, et les deux sont devenus un couple. Et c'est vrai que je les ai pas un peu perdus, mais c'est devenu un monstre à deux têtes. Si tu veux en voir un, tu sais qu'il y a l'autre qui vient. Toujours. Et parfois, quand j'en invite un, on me dit, mais on n'invite pas. Genre, je sais pas, peut-être profite de 15 minutes sans lui ou sans elle. Oui, c'est dur, ça. Et à la fois, la personne est genre, elle veut l'inviter, donc je suis genre, ramène-le, je vais pas m'opposer à ce que tu veux. Mais ils ont pas l'air malheureux. C'est ça qui m'interroge. C'est que le couple, c'est devenu un nouvel écosystème dans lequel ils sont bien, quoi. J'ai l'impression qu'ils se mettent pour ça, des barrières après, parce que socialement, y a des gens qui n'ont plus envie de les voir. Parce que si tu sais qu'à chaque fois, il y a l'autre qui vient et que t'avais envie de voir le premier, c'est relou en tant que pote. Des fois, tu t'invites plus parce que t'as pas envie de voir les deux en même temps. Pas que tu les apprécies pas, hein. Mais oui. Il y a ce truc de, je sais pas si vous en a déjà parlé autour de cette table, quand un pote à toi ou une pote se met en couple, t'es pas obligé d'aimer. Non mais bien sûr. Parce que c'est vrai que des fois, la personne avec qui ton pote ou ta pote est, t'as pas des affinités énormes avec, tu la supportes parce que c'est ton pote et tu soutiens. Oui, voilà. Mais du coup, t'as pas envie de passer du temps avec cette personne-là constamment non plus dès que ton pote est là. Il y a un contrat tacite qu'on nous oblige un peu à signer de c'est ma moitié donc elle est super. Pas forcément. Enfin, elle est peut-être super pour toi et il y a plein de choses que je connais pas d'elle. Pas pour moi. Mais genre, tu cliques pas forcément à 100%. Quand ça se passe bien, c'est super. Pour les parents, ça. Ne pas s'oublier quand tu te mets avec quelqu'un, quoi. Tu deviens pas, comme tu dis, un monstre à deux têtes. Comment pardonner une tromperie dans le couple ? Je suis pas la bonne personne parce que moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais trompé et je me suis jamais fait tromper, donc je laisse ma main si vous êtes un peu plus à l'aise sur ce sujet. Je prends la main. C'est dans quel jeu, ça ? Incroyable. C'est une question pour un champion. Moi, ce que j'ai à dire sur les tromperies, c'est que... c'est trop des connards. Donc déjà, il y a tromperie et tromperie, bien sûr. Hein. Mais non, c'est surtout que ce qui est grave quand il y a tromperie, c'est pas la tromperie en elle-même. C'est surtout représentatif d'un problème plus profond qui est que ton couple va pas si bien que ça. Donc, comment pardonner une tromperie ? C'est peut-être la première étape, mais le vrai boulot, c'est qu'est-ce qui est encore viable dans ton couple. Si la personne est allée voir ailleurs, ça veut dire qu'elle t'a menti, ça veut dire qu'elle avait des besoins qui n'ont pas été comblés, ça veut dire qu'elle avait des envies qu'elle n'a pas exprimées. En fait, c'est tellement le haut de l'iceberg d'un problème qui est plus gros. J'ai l'impression, la tromperie, c'est le bout du chemin, mais la randonnée était déjà claquée au sol depuis plusieurs mois sans doute. Et donc... Pardonner une tromperie, vraiment, décale-toi un tout petit peu, c'est pas si grave qu'elle soit allée. Le problème de la tromperie, c'est le mensonge qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Mais au-delà du mensonge, c'est si t'en arrives à tromper quelqu'un, c'est que ça fait un moment. Ça veut dire que le dialogue il est rompu depuis un moment. Ça veut dire que tu. Oui, c'est ça. C'est comme le dialogue est rompu, t'en es à cacher des trucs. Mais j'ai vraiment l'impression que, et à chaque fois, quand je voyais des amis s'énerver d'une tromperie, mais tu t'énerves parce que tu te rends compte que ton couple, c'est pas ce que tu pensais que c'était et que ça va pas aussi bien que l'image que t'en avais. Et donc la tromperie, c'est un peu une grosse gifle qui te dit mais ouvre les yeux, ça va pas si bien que ça. Parfois, ça aide des couples à en parler, du souci. Enfin, il y en a qui se sont vachement renforcés quand je vois dans mon entourage ou qui se sont remis ensemble alors que personne n'y croyait. En fait, depuis, ça marche super bien. J'ai l'impression que ça marche à partir du moment où le pardon n'est pas on met la poussière sous le tapis et on dit on pardonne mais on n'en parle plus et tout et ça devient le tabou du couple qui en fait est pire derrière, mais où ça déclenche une vraie conversation et un vrai truc de ok, pourquoi il s'est passé ça, comment on fait en sorte que ça n'arrive plus, etc. quoi. Parce que pareil, moi j'avais un avis très tranché par rapport à l'historique de mes parents, de ma famille et tout sur la tromperie, où moi j'étais extrême sur le truc de pas de pardon, tu vois, c'est vraiment en mode voilà. Et plus je vieillis, plus je vois, pareil, autour de moi, tu vois, des couples... pour moi, c'était éliminatoire, tu vois, et où je vois des couples autour de moi, tu vois, où il y a ces trucs-là. Parce que déjà, tu te rends compte que la vie n'est pas si simple que la vision que tu en as quand tu es adolescent, par exemple. Tu captes qu'en effet... déjà, en grandissant, tu captes qu'il n'y a aucun couple parfait, que les couples des parents, des potes, de tes parents... et tout. Tu vois tout. Je trouve que les secrets de couple, tu as l'impression que c'est quand tu es enfant, que c'est vraiment des trucs hyper marginaux, alors qu'en fait, les secrets de couple sont dans tous les couples. Et donc tu vois que vieillir avec une personne, c'est pas si simple non plus. Mais je me rends compte autour de moi qu'il y a quand même des couples qui arrivent à passer des étapes où moi je me dis mais la tromperie elle était tellement hardcore que c'est impossible. J'ai un de mes meilleurs potes comme ça où ils se sont remis, alors ça a été long,
Il y a eu des efforts de son côté qui ont été énormes pour regagner la confiance, etc. Ouais, et ça a failli recasser plein de fois. Et aujourd'hui, ils ont un couple qui m'a l'air beaucoup plus solide que ce qu'il n'était avant la tromperie. Parce que j'ai l'impression qu'en effet, ça a crevé l'abcès d'un truc qui allait pas dans leur couple, qu'ils n'osaient pas se dire, quoi. Il y a une valeur que j'aime bien et que j'essaie de répandre, c'est le kintsugi, qui est l'art japonais où tu répares des pots cassés avec de la colle dorée. Oui, Vous voyez ce truc-là? Et donc, si tu l'appliques à la vie, c'est quand quelqu'un fait une faute, tu pardonnes. Enfin, c'est-à-dire que pas t'excuses, genre oui, non, mais il y avait telle raison. Non, c'est il a mal fait, il ou elle regrette, super. Ouais. Et si tu décides qu'on peut réparer, que les gens sont pas parfaits, que parfois tu fais des conneries. Et non, mais c'est juste que le bol marche toujours, il a été cassé, et on n'oublie pas qu'il a été cassé. Genre, il est là, il y a la cicatrice, ça fait mal sur le coup, mais ça endurcit. Comme la peau, quand tu as une cicatrice, elle est plus épaisse. Moi, je me posais la question, quand j'étais à distance, je me dis, je préfère que mon gars parte, ken, je sais pas qui, à une soirée où il a 8 grammes, plutôt qu'il aille embrasser mon ex, en sachant que c'est mon ex, par exemple. Là, je me dis, là... Oh, mais là, il y a du vice. Non, mais je trouve que j'aurais plus mal dans le deuxième cas que dans le premier. Parce qu'il y a ce même engagement. Mais parce que c'est une bête pulsion sexuelle, c'est bon, quoi. Non, je suis mais si t'enlèves les 8 grammes, qu'il a pas bu du tout. Est-ce que tu préfères ne pas être au courant aussi? Toi, est-ce que t'as ce truc de ok, fais tes trucs, par contre. Non, j'aime bien savoir. Ne m'en parle pas. J'aime bien savoir. C'est le côté curieux. J'aime bien savoir si j'amène ma mère à l'hôpital, que pendant ce temps il fait une partouze, j'aime bien savoir. Je veux avoir les infos. Non. Et toujours les gens peuvent entendre. Je pense. Plus que ce qu'on pense qu'ils peuvent entendre. Donc on dit tout. Mais voilà, il y a tromperie et tromperie. Et ça, c'est le contrat que tu fais avec la personne. De toute façon, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de loi générale. Comment pardonner une tromperie c'est si t'estimes que vraiment elle a tout ruiné ou il a fait n'importe quoi. Quand c'est cassé, c'est cassé, vraiment. Quand c'est en miettes, Kintsugi, il a bon dos, mais il manque toutes les pièces. L'eau est passante. Il y a plus de feuilles d'or, Mes parents, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Tu les vois aujourd'hui, c'est vraiment... Ils sont dégueux, quoi. Ils sont trop amoureux, et ils sont trop mignons. On te dis, mais c'est bon, on a compris, arrêtez. Mais j'ai appris très, très, très tard, quand j'ai grandi, quoi, qu'ils ont eu aussi un passif, genre au début de leur relation, où il y a eu tromperie. Et au final... C'est quand tu grandis que tu fais... Tu te dis, mais non, c'est pas vrai. Bah si. Et tu vois, voilà, ma mère, elle a pardonné. Et puis voilà, aujourd'hui, ils sont très heureux tous les deux. Comme à l'opposé, où là, j'ai une amie proche. Ça fait 10 ans qu'elle est avec son copain. Il y a eu tromperie au tout début. Et en fait, elle s'est rendue compte au bout de 9 ans là, que elle n'avait jamais pardonné, qu'elle n'arrivait pas à passer au-dessus. Et que... donc, je pense que ça dépend. Comme tu dis, ça dépend des tromperies aussi. Moi, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à passer au-dessus si, par exemple, je découvre une discussion avec quelqu'un et que je vois qu'ils se parlent tous les jours et qu'il y a vraiment, genre, tu vois, ce truc... Il y a des fondations, quoi. Ouais, voilà. Genre, si ils en sont au stade à s'appeler, à se raconter leur vie, à se parler tous les jours, si c'est juste un soir, il y a vraiment, tu vois, le petit truc de est-ce que c'était une connerie, une attirance physique ou vraiment un truc que tu as entretenu et c'est vraiment plus profond dans ce cas-là. Est-ce que ça t'a mis une pression d'avoir le couple de tes parents en grandissant, de te dire ils sont tellement heureux, et toi quand t'as dû construire ton couple, te dire il faut que je fasse un truc aussi parfait que mes parents? Parce que je vois que ma copine, elle a pareil, des parents qui sont encore ensemble, qui sont rencontrés hyper jeunes et tout. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pas trop ça. Mais je vois que du coup, on s'est pas construit de la même manière dans notre vision qu'on avait du couple. C'est-à-dire, moi, j'étais plus désabusé plutôt de ok, un couple, c'est pas forcément se rencontrer jeune et faire toute sa vie ensemble. Et j'ai l'impression que forcément, le couple de nos parents crée aussi un héritage qu'on essaie de recréer ou pas. Est-ce que toi, tu as l'impression que le fait d'avoir des parents parfaits, tu t'es dit, il faut que j'ai le couple parfait? Au début, oui. En plus, moi, vraiment, ils m'ont éduquée en me racontant leur histoire. C'était un conte de fées. Il a trébuché entre 2 voitures. Elle l'a vu. Vraiment. Je suis roulé dessus. Non, mais l'histoire vraiment sortie d'un film et tout. En plus, on a grandi dans mon primaire, je l'ai passé dans la ville où ils se sont rencontrés. Donc, on passait dans la rue de leur rencontre qu'on appelle la rue magique. Donc, tu sais, moi, j'avais vraiment ce truc de conte de fées, tu vois. J'ai un peu grandi avec ça et j'ai toujours été hyper... j'ai toujours aimé l'amour, tu sais, genre... dès le CP, j'écrivais des lettres d'amour. J'étais genre, voilà, j'attendais de rencontrer la personne, comme on disait tout à l'heure. Et je me suis, après, en ayant forcément la première relation dans l'adolescence, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et puis ensuite, c'est en parlant à ma mère d'ailleurs de ça, qu'elle m'a dit, tu sais, je t'ai peut-être pas tout raconté. Il y a eu ça. Et ça a un peu... je me suis dit, bon, ok.
Et ça t'a fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. En fait, c'est quand j'ai commencé à me rendre compte que mes parents, c'était pas des super-héros. C'est vrai que quand t'es gamin, mais je pense que on grandit tous avec ce biais de, en fait, t'es gamin, donc tu sais rien faire. Par contre, tes parents, ils savent. Ouais. Genre, ta mère, elle conduit une voiture. Ouais, et donc, quand tu grandis, c'est des gens qui savent. Et quand t'arrives dans le monde adulte, tu vois que les adultes, c'est pas... il y a Marine Chapa au gouvernement. Non, mais tu vois, tu dis, ok, en fait, tout le monde sait pas trop bien ce qu'il fait là-bas. Elle a déjà bien vieilli cette blague. Elle me manque. Et ce truc de se dire que comment pardonner une tromperie, c'est intégrer très tôt dans le logiciel, il y aura des fautes. En fait, toujours sortir du narratif du coup de foudre, du couple parfait, immuable, long. Et il vécut heureux pour toujours. Non. Ils ont pris un mètre de shooter en 98, puis voilà, bon. Il y a eu une sortie de route, quoi. Et en même temps, ne pas se cacher derrière le fait que c'est pas très grave de se gourer, mais de se dire qu'il y a des sorties de piste, mais l'important c'est ce qu'on apprend derrière. Et moi, je suis un peu obsédé par le fait de toujours être un peu une meilleure personne. Pas au sens développement personnel, d'être la meilleure version de moi-même, tu vois, mais de me dire comment je continue à faire du bien autour de moi et je refais pas les mêmes erreurs qui ont fait du mal aux autres autour de moi, quoi. Donc je me cache pas, c'est derrière le truc de... Là, je peux aller me taper une meuf. Et l'erreur est humaine, tu vois. Non, mais bien sûr, c'est aussi ça. Oui, c'est clair. Mais de dire, si jamais un truc arrive, comment on fait en sorte que ça n'arrive plus, pourquoi je l'ai fait. T'as une pression d'être en couple ou pas? Parce que ça, c'est un truc aussi... là, on parle du couple, mais le pendant, évidemment, c'est le célibat. Et il y a souvent un truc... Ou le veuvage. Absolument. Mais il y a souvent un truc aussi de se dire que... Et d'ailleurs, il y a plein de couples qui se séparent parce qu'ils se rendent compte que juste, ils avaient peur d'être seuls et pas juste, ils n'étaient pas juste bien d'être ensemble. Est-ce que toi, t'as une petite pression de te mettre en couple ou pas du tout? Non, car pour l'instant ça va. Il y a juste, c'est pas une réponse globale, mais il y a des moments, tu vois, cet été j'ai fait des soirées quand t'es le seul pas en couple et que tout le monde est heureux. Ça va. Oui, il est super, Jérémy, je sais. T'as un peu ce truc de, mais parce que j'ai des amis très expressifs et je suis très content qu'ils soient en couple heureux. En tout cas, c'est la façade que je vois, bien sûr. Mais voilà, t'as des moments où, quand vraiment tout le monde est en couple, que ça se papouille dans tous les coins, t'es un peu genre, bon, bah, je vais reprendre un curly, puisque là, on est à l'apéro. Mais c'est plus, voilà, c'est un moment où ça se sent, et c'est pas que tu souffres du célibat, c'est que tu dis, ah ok, une vie heureuse en couple est possible. Donc, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas trop de pression. Plus là, l'hiver approche, bon, ce serait bien de... Ça fait plaisir. Histoire d'alléger les factures de chauffage, quoi. Ah oui, c'est plus du partage de chauffage. T'as dit le couple, c'est raisonné. C'est vrai. La vie est quand même faite pour vivre à deux, quand même, financièrement parlant. Tu captes quand même que... Voilà. J'ai pas envie que ce soit la conclusion de cette émission. Et en même temps, à un moment, c'est la réalité. Mettez-vous en couple, soyez heureux. Non, mais en tout cas, on peut être heureux en couple et on peut être heureux célibataire. Mais bien sûr. Oui. L'important, c'est d'être heureux. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à toi, c'était chouette.